Bonjour à tous. Nous allons donc parler de la classification des polypes coliques et de la meilleure façon de s'y retrouver. Voici mes liens d'intérêt. Et voici les objectifs pédagogiques qui sont: quelle classification utiliser pour caractériser les polypes du côlon, quelle classification utiliser pour prédire leur résécabilité endoscopique, et enfin, quelle classification histologique permet d'évaluer l'efficacité de la résection. En préambule, nous pouvons dire que l'analyse optique peut à l'heure actuelle remplacer l'examen histologique pour les petits polypes, c'est-à-dire prédire le délai de la prochaine coloscopie au décours immédiat de la colo, peut détecter un cancer au sein d'un polype et surtout prédire sa profondeur d'infiltration pour décider du meilleur traitement pour le patient. Ces affirmations sont non pas une vue de l'esprit, mais vraiment des choses qui reposent sur des preuves solides et qui ont été reprises par les sociétés savantes, dont la Société européenne d'endoscopie digestive, qui nous dit dans sa dernière mise à jour deux choses importantes. D'abord, que la chromoscopie soit éventuellement utilisée pour le diagnostic en temps réel des polypes de moins de 5 mm pour remplacer la nappate, et surtout qu'elle recommande, c'est un terme fort, l'utilisation de la chromoscopie, virtuelle ou réelle, pour caractériser les lésions, quelle que soit leur taille, et éliminer une éventuelle infiltration sous-muqueuse. Dans tous les cas, le diagnostic optique doit être reporté selon une classification validée, doit être photodocumenté et ne doit être utilisé que par des endoscopistes entraînés ayant validé leurs compétences. Alors tout ça c'est très beau, mais comment est-ce qu'on le met en pratique? Voici quelques exemples. Voici un polype de 4 ou 5 mm qui aurait pu faire l'objet d'une résection à lance froide ou même d'une biopsie exérèse, et vous voyez que nous avons choisi de faire une injection sous-muqueuse importante pour faire une bonne mucosectomie. Mucosectomie avec une marge confortable de tissu sain. Vous voyez ici la lésion qui commence seulement ici, c'est-à-dire qu'on a pris vraiment un maximum de tissu adjacent. Pourquoi? Parce qu'en fait, lors de la caractérisation optique avant d'enlever cette lésion, nous avons vu en fait un contingent évoquant un carcinome puisqu'il y a une ulcération centrale et puis des vaisseaux irréguliers dilatés en périphérie de cette ulcération. Donc c'est quelque chose qui attire l'œil et nous fait suspecter donc un cancer confirmé par l'histologie. Il s'agissait ici d'une lésion purement intramuqueuse de résection complète avec cette mucosectomie. Alors, en préambule, nous avons vu que l'ulcération, c'est une composante importante. Il faut classer les polypes selon la classification de relief de Paris. C'est indispensable. Elle est très discriminante pour les états les plus évidents, c'est-à-dire les lésions protrusives ou ulcérées. C'est un peu plus compliqué pour les lésions planes, c'est-à-dire que même les experts s'y perdent. Il y a des discordances pour dire si c'est un 0,2A ou un 0,2B ou entre un 0,2A et un 0,1S. C'est pas très grave puisque ça ne change pas fondamentalement la décision thérapeutique. La deuxième classification de relief à connaître, c'est celle des lateral spreading tumors, ou LST. Il y en a deux types, les granulaires et les non granulaires. Et dans les granulaires, il y a deux sous-types, le type homogène, c'est-à-dire sans macronodules, et le type nodulaire avec des macronodules. On verra que c'est important de faire le distinguo. Et puis dans les LST lisses, il y a celles qui sont discrètement surélevées et celles qui sont pseudo-déprimées. Pourquoi faire ces distinctions entre ces différents sous-types? Eh bien, c'est qu'en fait, au sein des LST granulaires, le sous-type homogène a une très faible risque de dégénérescence, vous voyez, moins de 1%, ce qui autorise sa résection à l'anse de façon plurifragmentaire, de façon classique, alors que celles qui ont un macronodule ont une chance sur 6 d'avoir un contingent carcinomateux avec même une infiltration sous-muqueuse, ce qui doit faire préférer plutôt une dissection sous-muqueuse ou en tout cas être certain de capturer de façon monofragmentaire à l'anse la zone la plus inquiétante. Pour les LST lisses, le risque est relativement important. Il est de 6% pour les LST discrètement surélevés et de 40% pour celles qui ont une composante pseudo-déprimée, ce qui constitue une contre-indication au traitement endoscopique chez pour un grand nombre d'endoscopistes. Alors la classification de Kudo, en fait c'est la plus ancienne. Elle a été décrite avec le cristal violet qui est un colorant disponible au Japon mais pas en France. On arrive à peu près au même résultat avec l'indigo carmin. Elle est cependant assez peu utilisée parce qu'un peu complexe, mais elle permet, vous voyez, de différencier les polypes hyperplasiques de type 2, qui sont ronds, larges ou étoilés, les 3S
3L et 4 qui sont des polypes adénomateux avec des petits puits respectivement ronds, allongés ou branchés les uns entre les autres, c'est-à-dire que ça fait un aspect cérébriforme. Et puis il faut surtout reconnaître ces deux sous-types, les types 5I et 5N. 5I, c'est des cancers superficiels, les cryptes sont irrégulières mais encore bien visibles et relativement organisées. Et puis les 5N, elles sont éparses, dépolies, on ne voit quasiment plus d'architecture dans la lésion. Alors, pour simplifier les choses, des classifications ont été mises au point avec les chromoscopies virtuelles et non pas les colorants réels. Voici la première développée, la classification NICE qui se base sur le narrowband imaging, qui nous dit on peut différencier les polypes hyperplasiques qui sont plutôt plus clairs que la muqueuse adjacente, avec des petits puits ronds, blancs ou noirs, et l'absence de vaisseaux évidents. Et puis, il y a les polypes adénomateux qui sont plus foncés, avec des cryptes qui sont allongées, ce sont ces structures blanchâtres ici, et qui sont entourées de microvaisseaux, qui sont ces structures brunâtres, et ce qui explique la coloration un peu plus élevée du fait de leur densité par rapport à la muqueuse adjacente. Et puis, très important, il y a le type 3, ce sont des cancers avec envahissement sous-muqueux, donc ça c'est une contre-indication à la résection endoscopique. Il y a une zone centrale qui est blanche puisqu'elle est avasculaire, et une zone périphérique qui est plus foncée, il y a des gros vaisseaux ou des vaisseaux très irréguliers au sein de la lésion. Cette classification de Nice a le mérite d'être relativement simple. Alors le problème, c'est que les choses trop simples, elles ne sont pas toujours très efficaces en pratique. Voici une étude qui évalue les performances diagnostiques dans des centres non experts. Ce sont des centres hospitaliers généraux anglais. Et vous voyez une valeur prédictive négative de 64%. C'est très suboptimal. Ça s'explique par différentes choses. La première explication, c'est que ces endoscopistes étaient peut-être peu formés et que c'est une formation finalement assez continue. C'est pas juste un set d'images qui permet d'être à l'aise. Deuxièmement, certains critères diagnostiques sont trop simples et ont été depuis réévalués. Et enfin, cette classification n'utilise pas le zoom qui peut apporter des précisions très importantes pour certaines lésions. Alors, il y a une autre classification pour les chromoscopies virtuelles, c'est la classification BASIC avec le BLI, c'est une autre technique de chromoscopie qui rehausse les vaisseaux. Vous voyez qu'on a des images de très haute qualité avec ces endoscopes-là. Et en fait, ça permet de, là aussi, dire quel est le type histologique de la lésion en se basant sur trois choses. C'est l'aspect global de la lésion, c'est-à-dire la surface, puis le pit pattern, puis les vaisseaux. La plupart des critères sont pas des néo-critères, ils viennent d'autres classifications, mais ils ont été rebattus et surtout priorisés pour les pondérer et dire quels sont les plus importants. Et la deuxième chose, c'est qu'elle apporte une information nouvelle, c'est que les polypes hyperplasiques ne sont pas sans vaisseaux comme on le pensait auparavant, mais en fait, les vaisseaux sont visibles avec l'utilisation de zoom et d'endoscopes de très haute résolution. Et on voit par contre qu'ils encorbellent les cryptes, ces petits puits ronds, ils les encorbellent de façon continue, alors que dans les lésions adénomateuses, eh bien, les vaisseaux sont discontinus. Alors, cette classification, encore une fois, elle priorise les critères. Il y a des critères majeurs. Pour les adénomes, ce sont des puits allongés et des vaisseaux péricryptiques non continus. Et puis, il y a des critères mineurs. C'est une surface irrégulière de la lésion avec des puits hétérogènes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une coexistence de petits puits ronds et de puits allongés ou de puits étoilés et de puits cérébriformes, etc. Pour les polypes hyperplasiques, il y a des critères majeurs. C'est l'absence de puits visibles, la présence de points noirs, l'absence de vaisseaux ou des gros vaisseaux isolés, ça c'est assez ancien comme concept. Et puis il y a des critères mineurs, c'est la présence de mucus, le caractère très régulier de la surface, des vaisseaux cryptiques continus, c'est la nouveauté, et une distribution homogène des puits, c'est-à-dire que toute la lésion a à peu près le même aspect en termes de pit pattern. Cette étude a montré que la corrélation interobservateur est excellente, que l'utilisation du zoom rehausse certains critères, notamment l'analyse vasculaire, et donc c'est quelque chose qui est assez neuf et assez intéressant. Voici quelques exemples. Le premier, je pense que ce quiz n'est pas très compliqué. Tout le monde aura reconnu l'existence d'un polype hyperplasique au sein de la lésion. En fait, on a des petits puits qui sont ronds et des vaisseaux qui encorbellent de façon continue, en fait, ces petits puits ronds.
Voici au contraire un polype adénomateux. Vous voyez en fait ces critères qui ont été discutés, c'est-à-dire l'allongement de certaines cryptes et puis le fait que les vaisseaux soient non continus autour de ces cryptes allongées. Et donc ça c'est quelque chose qui permet de se familiariser avec ces très hautes résolutions et très hautes magnifications. Alors, qu'en est-il du zoom? Le zoom, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ça permet de voir des choses qu'on ne voyait pas auparavant. C'est connu par les Japonais depuis longtemps. La classification de Sano nous dit, avec le zoom, vous pouvez voir des polypes hyperplasiques. Encore une fois, c'est ce concept de petites puits ronds ou étoilés encorbellés par des vaisseaux réguliers. Vous pouvez voir des polypes adénomateux, c'est le type 2. Donc on a ici le schéma qui montre que les vaisseaux également sont allongés, fins et réguliers. Le type 3A et le type 3B, c'est la chose la plus importante dans cette classification, c'est qu'elle permet de différencier les adénocarcinomes superficiels pouvant être réséqués par dissection des adénocarcinomes profonds qui sont une contre-indication à la résection endoscopique. Alors, les adénocarcinomes superficiels, on a des vaisseaux qui ne sont pas uniformes, une très haute densité de vaisseaux capillaires, mais on a toujours une structure qui est organisée. Alors que les lésions avec une invasion profonde sont quasiment avasculaires ou alors il y a des vaisseaux qui sont très irréguliers. Et puis un critère qui n'est pas repris par la classification mais qui est assez évident, c'est l'existence de saignements spontanés. Alors vous allez me dire tout ça c'est très bien, mais on oublie une lésion qui est importante, ce sont les polypes festonnés qui sont associés au cancer d'intervalle, qui représentent entre 10 et 25% des polypes selon le type de patient auquel on a affaire. Eh bien, une nouvelle classification a permis de mieux caractériser ces lésions. C'est la classification WASP qui a été décrite il y a quelques années par les Néerlandais, qui nous dit que ce sont des lésions qui sont plutôt flasques, avec des points noirs au sein de cryptes rondes, un peu comme les polypes hyperplasiques, mais typiques. Mais il y a également des contours qui sont flous, un aspect un peu nuageux de la lésion, et du mucus au-dessus de la lésion. C'est souvent quelque chose d'ailleurs qui attire l'œil de l'endoscopiste, ce mucus étant plus rouge avec les colorations virtuelles. Alors vous allez me dire, bon, c'était censé simplifier les choses, ce topo, et en fait, il faut apprendre la classification de Paris, des LST, de CUDO, de NICE, de WASP, de BASIC. Finalement, c'est un peu au secours, comment est-ce qu'on va s'y retrouver? Eh bien, Mathieu Pioche à Lyon a eu une idée qui est excellente, qui est de regrouper les critères qui paraissaient les plus pertinents et d'en faire un tableau de synthèse qu'il a appelé la classification Connect. Vous avez sûrement participé ou entendu parler de formations dans la plupart des villes françaises pour évaluer cette classification et c'est quelque chose qui a été montré comme étant vraiment simple pour se familiariser avec cette classification et l'utiliser en pratique. Donc, Connect, ce tableau récapitulatif, on a Connect 1H, ce sont les polypes hyperplasiques, les micropolypes typiques rectosigmoïdiens, ils sont plus clairs que la muqueuse adjacente avec des cryptes ronds. Connect 1S, ce sont les lésions festonnées sessiles, il y a du mucus, des points noirs, un aspect nuageux, des bords irréguliers. Connect 2A, ce sont les adénomes, ce sont des lésions plus foncées que la muqueuse adjacente avec des vaisseaux allongées qui suivent les cryptes également allongées et bien régulières. Les Connect 2C, ce sont des lésions qui doivent faire envisager non pas une résection à l'anse comme les deux précédentes, mais une résection par dissection. Ce sont des adénocarcinomes superficiels. Il y a soit une ulcération type 2C de Paris, soit un doute parce que c'est une LST de grande taille ou macronodulaire, soit il y a un pit pattern très irrégulier, soit il y a un type Sano 3A avec des vaisseaux irréguliers mais qui restent visibles. Et puis Connect 3, on ne résèque pas, on fait simplement quelques biopsies pour convaincre le chirurgien d'opérer le patient et discuter en staff. Ce sont les lésions ulcérées, sans pit pattern visible, avasculaires ou avec des très gros vaisseaux, c'est-à-dire classés Sano 3B. Après la résection, les critères anatomopathologiques sont absolument déterminants pour choisir le traitement ultérieur. Il faut demander à votre anapathe de vous reportez l'invasion sous-muqueuse en microns selon la classification japonaise et au-delà de 1000 microns d'envahissement sous-muqueux, on est face à une lésion à haut risque métastatique et qu'il faut donc
opérer ou à qui proposer un traitement complémentaire. Il faut rechercher un caractère peu différencié de la tumeur, des emboles lymphatiques ou la présence d'une dislocation du front tumoral avec au moins 5 cellules isolées, ce qu'on appelle le budding, et qui doit également faire envisager tout ça un traitement complémentaire. Finalement, on va terminer avec quelques messages importants et quelques exemples. D'abord, ne pas biopsier si on pense réséquer la lésion parce que ça va induire une fibrose. Ne pas se fier au lifting sign puisque à peu près toutes les lésions, sauf les très gros cancers très invasifs, peuvent se décoller. Un adénocarcinome superficiel se décollera si vous avez une infirmière à poigne. Bien connaître les critères optiques de dégénérescence et envoyer des photos aux experts, c'est quelque chose qui a été montré comme étant très efficace pour se juger de la résécabilité. Et puis, quand on a un doute, résécable, pas résécable, le rapport bénéfice-risque est souvent en faveur de la dissection, selon l'expertise de l'opérateur, mais si vous avez de bons risques, de bons chiffres en termes de risque, vous pouvez vous lancer dans la dissection, vous aurez au moins une pièce pour discuter en réunion de concertation pluridisciplinaire. On va finir avec quelques exemples. Le cas numéro 1 d'une LST granulaire pour laquelle nous avions décidé de faire une dissection sous-muqueuse. Alors, je n'ai pas peur de partager mes erreurs avec vous. Finalement, la lésion, c'est pas ça qui était inquiétant. Vous voyez que la plupart des zones sont des zones bien régulières avec un aspect tubulo-vileux classique en dysplasie de bas ou haut grade, mais sans contingent carcinomateux. Et puis, en regardant un peu vite, finalement, cette zone nous avait paru nécessiter, faire bénéficier le patient d'une dissection. C'est pas tellement le saignement qui est induit par le capuchon, c'est plutôt cette zone interprétée comme sans pattern muqueux ou vasculaire. En fait, c'est une zone qui est simplement un peu moins trophique. Si on avait regardé un peu mieux, on aurait vu qu'il y a encore des cryptes visibles au sein de la lésion. Nous sommes donc partis dans une dissection sous la lésion qui prend forcément 2 heures environ parce que c'est une lésion de quasiment 10 cm sur 8 et qui s'est révélé être un adénome tubulo-vileux en dysplasie de bas grade et de haut grade sans cancer avec une résection complète R0, mais bon, on aurait pu la faire simplement à l'anse. Finalement, c'est dans ce deuxième exemple qu'il faut vraiment tirer les enseignements. Ici, une zone, et là on ne s'était pas trompé, on avait bien repéré ce petit foyer d'adénocarcinome intramuqueux au sein d'une zone d'un polype qui est plus petit, qui faisait 3 cm, mais vous voyez, c'est ça véritablement la zone sans pit pattern et avasculaire qui doit faire, entouré de vaisseaux plus irréguliers, discuter la présence d'un carcinome et choisir une dissection sous-muqueuse qui était ici complète R0. Troisième exemple, pour montrer que c'est non seulement la globalité de la surface, mais vraiment il faut savoir s'infiltrer dans les plis des grosses lésions vileuses très végétantes. Ici, une grosse vileuse du rectum, avec globalement un aspect rassurant, un aspect tubulo-vileux, très trophique. Ici, on voit uniquement des zones bénignes. Mais si on va au fond en fait de ces cryptes, pardon, qui a sauté. Mais qui nous dit qu'il s'agissait d'un adénocarcinome PT1-SM2, donc une lésion qui n'est pas complète sur le plan résection curative, mais qui au moins permet d'avoir une pièce pour discuter en staph anapathe. Et puis, quelques perspectives d'avenir. C'est même pas de l'avenir, c'est du présent. L'intelligence artificielle est déjà là. Voici un module qui permet non seulement de détecter les lésions, ici un micropolype, et puis vous vous rapprochez, vous mettez la chromoscopie virtuelle. Et en mode chromoscopie virtuelle, l'ordinateur vous dit immédiatement c'est un polype hyperplasique. Donc là, il n'y a pas besoin de réséquer, on est dans le côlon gauche. Et puis ici, une autre lésion, pas facile à voir, mais il l'a parfaitement détectée. On se rapproche. Et il vous dit en mode chromoscopie virtuelle, c'est un adénome, c'est noté néoplastique, mais pour les anglo-saxons, ça veut dire adénome. Et donc là, c'est une lésion à réséquer. C'est vraiment quelque chose qui existe sur nos colonnes et qui seront de plus en plus équipés de ce mode d'analyse. Donc les points forts. Il ne sert à rien de biopsier une lésion colorectale en dehors des lésions qui se présentent manifestement comme un cancer que vous allez adresser au chirurgien.
2. Toute lésion doit faire l'objet d'une description de localisation, de taille, de relief selon la classification de Paris et de photos idéalement couplées au compte-rendu d'endoscopie. 3. Les zooms ne sont pas obligatoires, bien sûr, mais c'est quand même un confort et une efficacité de prédiction diagnostique qui est quand même énorme. Et même pour les experts, c'est au moins 10 à 20% d'amélioration des capacités. 3. En cas de doute sur la résécabilité, l'avis d'expert basé sur des photos plutôt que des vidéos reste le meilleur juge des possibilités de résection. 5. En cas de cancer superficiel, le compte-rendu histologique doit permettre d'appliquer la classification japonaise. Il faut avoir tous les critères pour savoir si la résection est curative ou non. En conclusion, l'analyse optique des polypes colorectaux est cruciale pour la décision thérapeutique, quelle que soit la taille de la lésion. Je vous remets en bas de la diapositive ce micropolype avec un contingent carcinomateux. 2. Le matériel standard actuel permet déjà d'avoir véritablement une analyse quasi histologique de la lésion et même de substituer dans certains cas. 3. Tout cela ne peut se faire qu'au prix d'une formation via les plateformes mises en place, notamment par la SFED, ou alors le DU d'endoscopie diagnostique avancée, ou même de l'auto-formation, c'est-à-dire revoir ces images quand on reçoit le compte-rendu d'Anapat. C'est également une très bonne façon de se former. Je vous remercie pour votre attention.